application l'IoT. Ici, vous êtes plutôt des startups ou des corporates sur le domaine? Moi, je suis chef de projet côté Algérie. Ok. Et là, c'est quoi? Vous êtes plus des startups ou vous êtes dans l'IoT ou des grands groupes? Moi, je suis directeur d'agence bancaire et je Ok. travaille sur des startups. Je m'intéresse Ok. à leur métier. Je suis directeur développement commercial à AWOX. Ok. Par ici? Moi, je travaille à la mairie. Ok, bah, très bien. On va commencer rapidement avec Atem. Tu peux te présenter, expliquer un peu comment tu vois l'IoT. Et après, on ira avec aussi un cas très concret avec Angelo. Merci. Merci, bonjour. Vous m'entendez? Oui, c'est bien. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Atem Weslati, je suis le président et cofondateur de la startup Ioterop, qui est basée juste ici, à Montpellier, donc à l'autre bout du couloir. Ioterop, c'est une société qu'on a créée en 2016, donc assez récemment, avec deux anciens de mes collègues de chez Intel. Donc, on a quitté Intel, on était plutôt bien payés chez Intel, et on a plaqué tout ça pour monter notre propre startup. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment de l'inconscience ou de la folie, peut-être une combinaison des deux. Et aujourd'hui, voilà, on est super content d'avoir monté cette startup qui est aujourd'hui un leader mondial dans les efforts de standardisation de l'Internet des objets. Donc on travaille avec les grands opérateurs, avec les équipementiers, avec les grands constructeurs internationaux. On essaie de définir ensemble un langage commun pour tous les objets connectés. Donc notre objectif, c'est de déployer des technologies qui vont permettre effectivement aux constructeurs de déployer une nouvelle génération d'objets connectés, plus intelligents, sécurisés, et gérer à la distance. Donc on prévoit de déployer nos technologies sur les milliards et les milliards d'objets connectés qui seront déployés prochainement. Voilà, c'est une petite ambition. Donc j'ai survolé un petit peu, et puis on va regarder ensemble quelles sont les notions de base sur l'Internet des objets. Qu'est-ce que l'Internet des objets? Qu'est-ce qu'un objet connecté? Et quelles sont les problématiques que rencontrent les industriels quand ils veulent les déployer massivement? Comment ils les résolvent? En tout cas, et sur quoi ils se positionnent? Voilà, donc ça nous donne un petit overview. Puis je vous parlerai un petit peu plus de ce qu'on fait, nous, dans des cas d'usage très concrets, et quelles sont les technologies qu'on déploie et comment on travaille avec nos industriels. Ça vous va? Bon, parfait. Si vous n'avez pas le choix, c'est figé dans la slide. Ok, donc qu'est-ce que l'Internet des objets? Donc c'est un grand mot, un grand concept. Je vais peut-être démarrer le chrono parce que sinon quand je me mets à parler, je ne m'arrête plus. Voilà. Donc qu'est-ce que l'Internet des objets? Donc l'Internet des objets, ça commence déjà par un objet connecté. Alors qu'est-ce qu'un objet connecté? Un objet connecté, c'est une électronique derrière qui va capter des informations à travers de ce qu'on appelle les sensors, des capteurs. Donc des capteurs peuvent être environnementaux, des capteurs d'air, des capteurs de qualité d'air, des capteurs d'humidité, de température, ou même des capteurs industriels qui vont mesurer certains paramètres d'une machine industrielle. Par exemple la vibration sur une chaîne de production, la température dans un four, pour la stérilisation par exemple, voilà. Et tout ça, ces données-là vont transiter à travers des réseaux. Alors on verra quels sont les différents types de réseaux qui sont utilisés. Et puis tout ça va venir à travers, venir s'interfacer avec ce qu'on appelle une plateforme. Voilà, donc ou typiquement un applicatif qui lui effectivement s'appuie sur le réseau Internet. Et là, un utilisateur lambda va pouvoir déployer du service ou pouvoir voir les données de ces objets connectés en temps réel ou pas d'ailleurs en fonction des applications. Alors vous voyez toute la chaîne de valeur, donc on commence par l'objet connecté, on passe à travers les réseaux et ensuite des applications viennent tirer parti des informations remontées par ces objets. Alors, pour véhiculer des données depuis un objet connecté, il y a plusieurs topologies de réseaux. Alors on parle souvent de réseaux courte distance, donc toutes ces technologies-là, Bluetooth, Z-Wave, Wi-Fi, Zigbee, peut-être que vous en avez entendu parler, alors c'est justement des réseaux plutôt courte distance qui vont permettre de connecter, d'avoir un objet connecté qui se connecte sans fil, alors soit directement à Internet, soit à travers une passerelle, une box qu'on peut avoir à la maison ou sur un site industriel. Donc là, le rayon d'action, il est plutôt limité. En général, c'est quelques centaines de mètres. Et puis derrière, on vient s'appuyer sur l'infrastructure Internet, en général, pour aller véhiculer toutes ces données-là sur le cloud. Alors, il y a d'autres topologies de réseaux. Donc là, où on a besoin, par exemple, d'objets plus autonomes qui sont peut-être dans des zones complètement isolées, en plein milieu de la garrigue, où il n'y a pas forcément de couverture ou de passerelle à proximité. On a besoin de les faire communiquer sur des distances plus grandes. Et là, on va s'appuyer sur des réseaux alors qu'on appelle aujourd'hui Low Power Wide Area, donc LPWA. Donc, tout ça pour dire basse consommation longue distance.
Donc il y a quelques réseaux aujourd'hui où on entend pas fortement parler, des réseaux LoRa, Sigfox. Donc je pense que ces termes vous sont peut-être familiers. Donc ça, c'est des réseaux qui utilisent des bandes de fréquences qui sont complètement ouvertes. N'importe qui peut communiquer sur ces réseaux-là. Et l'objectif, c'est qu'on peut créer avec ces réseaux-là des objets très peu gourmands en termes énergétiques, qui peuvent durer très longtemps, mais qui peuvent communiquer que très peu. Donc on va pouvoir déployer des objets connectés dans des champs pour aller contrôler les arrosages, pour regarder quelle consommation d'eau on a mis sur une exploitation, pour aller voir quelle est la température du sol, pour répondre à tout un tas de cas d'usage qui vont permettre par exemple à des agriculteurs d'optimiser un petit peu leur flux d'irrigation, ou pour savoir quand est-ce qu'il faut récolter, parce que effectivement, en tout cas aujourd'hui la moisson elle est bonne, on a un ensoleillement idéal. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de recette miracle pour créer son objet connecté, ça va vraiment dépendre du cas d'usage. Donc quel type de topologie radio on va pouvoir utiliser pour véhiculer toutes ces données sur le cloud ou directement sur Internet. Aujourd'hui, en tout cas, il y a une technologie qui est très intéressante qui s'appelle NB-IoT. C'est en gros la 5G pour l'IoT. Donc là, les grands opérateurs, ils ont déployé des tonnes d'antennes pour qu'on puisse téléphoner avec nos téléphones cellulaires. Eh bien, ils sont en train typiquement de capitaliser sur ces déploiements et ouvrir des bandes spécifiques pour gérer les objets connectés. Donc l'objectif, c'est de répondre à ce cas d'usage où, eh bien justement, on va pouvoir connecter de plus en plus d'objets connectés à travers des infrastructures qui vont demander de plus en plus de bandes passantes. Et derrière, on va pouvoir déployer comme ça massivement à travers les réseaux opérés existants tout un tas d'objets connectés dans le futur. Donc évidemment, la capacité de transmission est différente d'une technologie à l'autre, et donc c'est pour ça qu'il faut l'adapter en fonction du cas d'usage en question. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Bon, ok, pas de questions. Alors justement, tous ces objets connectés qui vont arriver par milliards, eh bien, ils vont transmettre tous des données de manière assez colossale. Donc tout ça mis ensemble, ça va générer des milliards et des milliards de données qu'on va forcément avoir du mal à traiter et à stocker. Donc la problématique de cette corollaire-là, c'est que tous ces objets, souvent, envoient bêtement de la donnée. Voilà, donc par exemple, un capteur de température dans un bâtiment va envoyer 10 fois par minute, il fait 24 degrés. Et puis derrière, toute cette donnée-là, elle va être transitée sur le cloud, et puis il va falloir la gérer. Donc d'abord, il faut la stocker, ensuite il faut la traiter, et tout ça, donc ça implique évidemment de mettre en place tous des serveurs. Donc sur des milliards d'objets connectés, toutes ces données-là répliquées à grande échelle, évidemment, derrière, il va falloir mettre des fermes entières de data centers. Évidemment, avec toute l'empreinte écologique que ça implique. Donc il va peut-être falloir monter des centrales nucléaires exprès pour aller pouvoir stocker et exploiter ces données. Donc aujourd'hui, on est en train de dire, bon, ok, c'est bien gentil, mais on pourrait peut-être, en tout cas, optimiser tout ça pour que ça soit un peu plus intelligent, au plus proche possible du capteur, peut-être avoir de la donnée plus pertinente, parce qu'effectivement, 90% de la donnée qui est remontée des objets connectés jusqu'au cloud, en fait, elle n'est pas traitée, personne s'en sert. Donc peut-être que c'est plus intéressant, effectivement, d'avoir ce qu'on appelle du fog computing, donc où on va venir, effectivement, donc avoir des objets plus intelligents qui vont être capables d'amener que de la pertinence. Par exemple, voilà, je disais mon exemple tout à l'heure, 10 fois par minute, il fait 24 degrés, c'est peut-être pas intéressant. Dans ce cas-là, peut-être que ce que j'ai besoin, c'est d'avoir, savoir quand un seuil critique est atteint. Voilà, on travaille par exemple avec des gens qui font de la stérilisation, dans des cuves, et eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est effectivement s'il y a des pics de température au moment du process de stérilisation, et auquel cas, ça voudrait dire, là, la sécurité de la stérilisation est compromise si effectivement le seuil est atteint. Si ça reste dans le range, l'information n'est pas très intéressante. Ce que je veux savoir, c'est vraiment s'il y a eu des gros écarts, et auquel cas, je dois pouvoir réagir. Là, c'est vraiment une alerte. Et justement, alors plus ces objets vont envoyer de la donnée, d'accord, et plus ça va passer par des différentes pièces, et plus on va avoir des problématiques de sécurité associées à ces données. Donc on va pouvoir hacker le device, la transmission, tel endroit. Et donc derrière, il y a une grosse problématique sur comment on sécurise l'ensemble. Et effectivement, si on gère plus de pertinence, on transmet un peu moins, on fait de l'efficacité énergétique. Et donc derrière, c'est peut-être plus facile à sécuriser. Alors, quels sont les cas d'usage qui se dégagent aujourd'hui dans l'Internet des objets? Alors, on voit effectivement beaucoup de cas d'usage qui sont drainés par la Smart City, la ville intelligente. Voilà, donc typiquement, nous, on bosse avec la métropole de Montpellier, qui est un excellent
laboratoires aujourd'hui vivants sur lesquels les startups locales, aussi les industriels viennent expérimenter ou viennent mettre en place leurs solutions d'objets connectés. Donc typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre des capteurs dans des bâtiments publics, et puis derrière, on vient effectivement voir quelles sont la consommation énergétique de certains bâtiments. En eau, en gaz, en électricité. Ça permet aux villes de faire des économies d'échelle. Déjà, savoir ce qui se passe dans leurs bâtiments. Est-ce qu'effectivement, à un moment donné, on n'a pas une surconsommation d'eau? Est-ce que c'est pourquoi? Et puis de prendre des contre-mesures pour faire des économies. Donc c'est vraiment ce qui draine aujourd'hui les projets IoT. Alors vous imaginez, répliquer à tous les bâtiments publics, c'est quand même assez intéressant. L'industrie connectée, ça aussi c'est un grand enjeu. Donc typiquement, toute une chaîne de fabrication, on va pouvoir venir avec des objets connectés détecter éventuellement des anomalies de fabrication ou détecter des comportements qu'on pourrait pas faire sans mettre quelqu'un limite à observer. Donc sur une chaîne de production, voilà, on vient mettre par exemple des capteurs de vibration sur un tapis roulant pour vérifier que voilà, à un moment donné, est-ce que effectivement on est dans les clous, est-ce que la pièce elle est pas déformée parce qu'il y a trop de vibrations ou trop de température à certains endroits de la fabrication. Donc nous on bosse par exemple avec EDF dans le nucléaire, où on vient mettre des objets connectés qui viennent observer des turbines, des pompes qui sont impliquées dans la production nucléaire. Et puis derrière, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne qui fait le tour des 35 automates et qui note sur un bout de papier, bah ouais, tiens, il y a une anomalie là. Il met ça dans une feuille Excel, puis 8 heures plus tard, il y a un autre mec qui fait la même chose, voilà, 3 fois dans la journée. Donc c'est pas super efficace. Donc là, on met des systèmes qui permettent d'observer en temps réel ce qui se passe sur les turbines et les pompes, et donc plus facilement, on peut interagir avec les alertes remontées et puis prendre des actions de maintenance corrective. Parce qu'on les connaît en temps réel. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui draine vraiment beaucoup les objets, en tout cas les cas d'usage dans les objets connectés. Troisième véhicule, en tout cas, le building connecté est très associé à la Smart City, mais dernier, en tout cas, le quatrième point, c'est vraiment le véhicule connecté. Ça aussi, ça va. On est en train d'embarquer de plus en plus de capteurs autonomes dans des véhicules, justement pour préparer le champ à la voiture autonome. Donc les constructeurs veulent pouvoir savoir ce qui se passe dans le véhicule. Donc déjà pour pouvoir améliorer la sécurité, améliorer la production des véhicules, mais aussi derrière, voilà, on va pouvoir aussi monitorer l'éco-conduite. Voilà, est-ce que la personne se comporte bien? Donc les assureurs sont très intéressés à ça. À partir du moment où ils vont pouvoir analyser votre consommation, si vous appuyez bien sur le champignon ou pas, ils vont pouvoir sortir des assurances bien adaptées à vos comportements. Bon, c'est plus ou moins bien, ça. L'éthique dira ce qui se passera, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment ces grands secteurs d'activité qui drainent les usages dans l'Internet des objets. Donc côté Smart City. Donc un truc intéressant, c'est sur la partie éclairage connecté. Donc nous on bosse avec un constructeur aux États-Unis qui est un des leaders dans cette branche. En fait, ce qu'ils font, c'est ils font en sorte que l'éclairage public soit intelligent. Parce qu'effectivement aujourd'hui, si vous regardez dans vos rues, c'est éclairé à n'importe quelle heure, qu'il y ait ou pas de passants, qu'il y ait ou pas de trafic. Et donc évidemment, vous imaginez la facture énergétique pour le concitoyen, c'est pas terrible. Donc ils mettent des solutions intelligentes qui permettent d'adapter les éclairages en fonction du passage, en fonction du trafic, pour que ça soit beaucoup plus intéressant, puis qu'on fasse une vraie économie d'énergie à terme. Donc tout ça, on met des capteurs, en tout cas, ou des objets connectés dans les pylônes, et puis on est capable de réagir très très vite, et en tout cas optimiser les factures énergétiques sur l'éclairage public. Alors ça c'est. Vous imaginez, est-ce que vous connaissez les chiffres de déploiement des objets connectés prévus par les analystes? Non, pas une petite idée. On parle plutôt de millions, de milliards. Ok. Alors Ericsson a donné une étude récemment. Il y aura 20 milliards d'objets connectés autour de nous d'ici 2023. Alors c'était 2020 il y a quelques années. On est passé à 2023 aujourd'hui. Les objets connectés, c'est une révolution en marche, réellement. Une révolution industrielle. Des opportunités économiques très très importantes. Rien qu'en France, les objets connectés vont représenter 7% du PIB en France d'ici 2025. Donc c'est quand même assez colossal. Il y a jamais, en tout cas, c'est vraiment un Eldorado technologique aujourd'hui et économique. Néanmoins, aujourd'hui, il y a quand même des grands freins à cette croissance, qui sont la sécurité. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a très peu d'objets connectés qui sont suffisamment sécurisés. Et le problème, c'est que comme ces objets connectés gèrent l'eau que nous buvons, notre acheminement électrique, nos feux de signalisation,
une défaillance sur un objet connecté peut avoir des conséquences graves sur notre monde physique. L'interopérabilité, c'est pareil. Alors aujourd'hui, c'est la plupart des constructeurs qui déploient des solutions, eh bien, en fait, elles ne marchent pas les unes avec les autres. Alors, peut-être qu'Angelo en parlera dans la maison, mais c'est très fragmenté dans la maison, typiquement, où voilà, vous allez acheter du Legrand avec vos interrupteurs connectés Legrand, bah, ils vont pas marcher avec vos portails électriques Somfy. Et vous êtes bien arnaqué, quoi. Donc du coup, il faut installer 4 applications pour pouvoir utiliser les différents objets. C'est ingérable. Et qu'est-ce que fait l'utilisateur? Bah, il jette ça à la poubelle parce que ça lui sert à rien, quoi. Donc l'interopérabilité, c'est vraiment un enjeu colossal qui représente, ce frein représente 40% de la non-réalisation du potentiel. Donc c'est quand même un enjeu très très important. Et dernier enjeu, hein, c'est la gestion à distance, c'est la maintenance de ces objets connectés. Alors vous imaginez, si vous en déployez des millions aux 4 coins du monde, et qu'il y a une vulnérabilité de sécurité qui est détectée, bah comment vous faites pour aller les maintenir? Donc là, c'est vraiment les coûts d'exploitation qui dépendent de ça. Si vous devez dépêcher un gars comme ça en haut du pylône à chaque fois qu'il y a un problème, vous êtes mort. Voilà, donc il faut pouvoir faire tout ça à distance, à travers de ce qu'on appelle le device management. Alors aujourd'hui, la sécurité, c'est tout cravouette là. La sécurité, en fait, c'est vraiment, il y a vraiment des grosses problématiques de sécurité sur les objets connectés. On est vraiment au début des vulnérabilités qui font de plus en plus la une des journaux. Alors quelques cas probants. Alors typiquement dans le smart building, donc quand on met des objets connectés qui viennent gérer la température, l'humidité, la climatisation, eh bien des sécurités expertes en sécurité informatique, des entreprises expertes en sécurité informatique ont démontré qu'on pouvait s'introduire à travers un tel objet connecté et potentiellement créer une panne énergétique au sein du bâtiment et potentiellement répliquer l'attaque à l'échelle d'une ville. Donc vous imaginez les conséquences pour le concitoyen derrière. Les compteurs connectés, notamment les compteurs électriques, voilà, donc une faille qui a été découverte par le FBI en Amérique latine, où là, un compteur pas suffisamment sécurisé, par des employés malveillants, on pouvait le hacker facilement et donc minorer la consommation électrique. Et derrière, l'entreprise a été lésée de près de 400 millions de dollars sur sa distribution énergétique. Ouais, pas terrible. Encore une fois, là, des barrières connectées qui permettent de gérer le trafic sur le pont Washington Bridge. Bon, voilà, quelqu'un l'a hacké, a fait tomber les barrières en question. Le trafic a été interrompu pendant des heures. Ça a créé un embouteillage monstre et donc ça a créé des conséquences financières énormes pour la ville. Et ça, c'est que le début. Après, je ne vais pas vous faire trop peur, mais... Alors, des cas intéressants ici, en France, hein, plus... Alors, non, pas celui-là. Hein. Celui-là. Donc, un objet connecté, un casino piraté à cause d'un thermomètre pour aquarium. Donc, le même cas que le bâtiment connecté, mais dans un aquarium, pour le coup. Donc, des malfaiteurs se sont introduits par le thermomètre le plus vulnérable, et puis à récupérer les fichiers des joueurs les plus gros, et donc, voilà, avec toute la conséquence financière pour le casino derrière. Et puis, voilà, localement, ça arrive aussi, hein, les panneaux d'affichage de la mairie qui se font pirater parce qu'ils sont pas suffisamment... Alors ça, c'est rigolo, mais ça peut être un peu plus grave, quoi. Alors, on sait pas si Alix est revenu après, mais ouais. Mais voilà. Alors, voilà, j'en parlais, l'interopérabilité, c'est vraiment le frein. Vous imaginez aujourd'hui, dans une ville intelligente, vous avez des tonnes de cas d'usage, donc le bâtiment connecté, la gestion du trafic. Donc typiquement, c'est ce qu'on fait aussi dans la métropole de Montpellier. On met des objets connectés dans des rames de tram pour essayer de savoir quelle est la fréquentation des rames en question, puis organiser le trafic en question sur des ronds-points pour essayer d'anticiper quel est le trafic routier à certaines heures, sur certains quartiers. Des balises connectées qui permettent de détecter des places de parking libres dans la ville. Donc tout ça pour effectivement optimiser les différentes, la fluidité du trafic et l'utilisation de la ville en général pour le concitoyen. En fait, ça c'est bien, mais dans les faits, en fait, tout est complètement fragmenté. Il faut énormément d'efforts pour arriver à faire communiquer tout ça ensemble. Donc c'est ce qu'on essaye nous de résoudre. Et dernière chose, donc j'en parlais, ouais, effectivement, quand on a déployé tous ces objets de constructeurs différents, c'est juste un enfer de pouvoir maintenir tout ça, et ça coûte très cher. Alors un exemple, pourquoi ça coûte cher? Juste un exemple très très concret. Hein. Dans le secteur automobile, parce qu'on travaille nous aussi dans le secteur automobile sur la mise à jour à distance des véhicules. Alors là, un cas avéré aux US où une défaillance est détectée sur un véhicule, notamment des bougies défectueuses. Voilà. Et donc le gouvernement US qui demande un rappel des véhicules en question. Donc deux constructeurs ont exactement la même panne et doivent rappeler les véhicules. Donc GM, pas de bol, il n'a pas de techno IoT pour pouvoir gérer son véhicule connecté et il doit rappeler 300 000 véhicules au garage pour une intervention manuelle.
Eh ben, Tesla, ils ont été un peu plus malins, ils ont implémenté une technologie de l'Internet des objets, sécurisée, et ils ont pu, alors pas forcément fixer le problème hardware, mais en tout cas, ils ont pu mettre à jour le véhicule à distance, en complète transparence d'utilisateur, donc avec un patch logiciel, donc ils ont contourné le problème, et du coup, ils ont mis à jour 29 000 véhicules en complète transparence, donc sans aucune intervention physique. Donc vous imaginez là la différence de coût pour un équipementier, pour un constructeur automobile, c'est juste colossal. Alors justement, comment résoudre toutes ces problématiques, sécurité, interopérabilité et gestion à distance? Eh bien, nous, on pense qu'il n'y a pas 36 moyens, il faut des standards. Alors aujourd'hui, en fait, on ne s'aperçoit pas que ces standards sont importants. Donc si toutes les machines, aujourd'hui, ordinateurs, tablettes, se connectent à Internet et ont des services homogènes, c'est parce qu'il y a des standards derrière. C'est pareil pour la téléphonie mobile. Si je peux appeler n'importe quel interlocuteur à travers le monde, sur n'importe quel pays, sur n'importe quel opérateur, c'est parce qu'il y a des standards. Et la seule réponse à cette fragmentation dans l'IoT, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est complètement le foutoir. Mais demain, ça sera organisé sur de la standardisation, comme ça a toujours été le cas sur des ruptures majeures technologiques. Alors, justement, notre cœur de métier, c'est que ça fait des années qu'on travaille dans ces organismes de standardisation. Donc, on a beaucoup travaillé dans la téléphonie mobile il y a très longtemps, quand on était jeune, chez Palm, par exemple. Donc, on a travaillé sur ces efforts de standardisation. Alors, je ne sais pas si, peut-être la plupart d'entre vous vous en rappelez pas, mais en 1999, quand on prenait un téléphone mobile chez Orange, on ne pouvait pas aller appeler son interlocuteur aux US ou ailleurs. Ça marchait pas. Les réseaux étaient incompatibles. C'était complètement le foutoir. On ne pouvait pas texter d'un terminal à l'autre. C'était catastrophique. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question. Je fais un numéro de téléphone, ça marche, quel que soit le constructeur et quel que soit le téléphone que j'ai en main, quoi. C'est quand même pratique. Et aujourd'hui, on accepte que dans l'IoT, il faut que je sache, vous imaginez, voilà comment ça marche aujourd'hui dans l'IoT. Vous imaginez, si vous voulez communiquer avec votre interlocuteur, vous lui demandez, c'est quoi comme marque de téléphone, sur quel réseau t'es, et en fonction de ça, je vais t'appeler différemment. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. D'accord? Sans standard. Donc grâce au standard, on va complètement changer notre façon de travailler. Alors justement, nous on travaille dans ces organismes de standardisation, et on définit ce langage commun pour tous les objets connectés. Alors on n'est pas tout seul à faire ça, je vous rassure. Il y a des grands opérateurs et des grands constructeurs avec nous. Donc on a été lauréat dans plein de concours d'innovation, parce qu'effectivement c'est assez ambitieux, mais en tout cas on est très moteur dans ces efforts-là et nos technologies sont assez avancées. Donc qu'est-ce qu'on fournit à nos constructeurs? On fournit ces standards dans les objets connectés existants. D'accord, on leur dit plutôt que faire du truc très propriétaire qui marche pas, qui est pas sécurisé, prenez des standards, c'est éprouvé, ça marche bien, mettez ça dans votre objet connecté, puis demain on va faciliter la vie de tout le monde. Et pour les constructeurs qui savent pas faire de l'objet connecté, ils savent bien faire des micro-ondes, des chaudières, ils savent faire des voitures. Et derrière, nous on leur vend aussi une petite électronique qui permet de connecter magiquement tout ça en complète transparence avec de la sécurisation, avec la gestion à distance et de la mise à jour, très très simplement. Donc l'électronique plus produit logiciel. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur comment ça marche les objets connectés, quels sont les enjeux des industriels. Si vous avez des questions, c'est le moment. Le standard que vous voulez mettre en place, c'est un standard déjà qui a été défini par plusieurs partenaires. Absolument, oui. Alors c'est les mêmes, ce standard, celui-là, voilà. C'est les mêmes qui ont standardisé la téléphonie mobile il y a 20 ans. Voilà, donc c'est Intel, Samsung, Qualcomm, que des petits. ARM, Nokia, AT&T, Verizon, Orange, voilà. Donc nous, petite start-up à Montpellier, 8 personnes. En fait, on est un des leaders avec eux, on siège avec eux, on participe au standard, on est aussi expert qu'eux. Voilà. Le standard s'appelle, c'est quoi le NIO? C'est ça, c'est OSPX Words, like Wait and Tram. Voilà. Ouais, alors, ça c'est le nom de l'organisme. C'est le nom de l'organisme qui regroupe tous ces grands-là. Dont nous, il n'y a pas notre logo, mais c'est nous. Et ça, c'est le nom du standard, Lightweight M2M. Ouais, voilà. Donc ça, c'est agnostique d'un point de vue radio, c'est-à-dire que ça marche sur du Bluetooth, ça marche sur du cellulaire, ça marche sur du LoRa, voilà. Et on travaille avec des grands constructeurs pour amener cette convergence-là. Donc nous, ça nous paraît évident que c'est ce qui va se passer demain. Voilà, faut le dire ça. Une autre question ?
Sur des cas d'usage ou sur des choses? On est beaucoup, j'ai l'impression, dans le contrôle des capteurs. Est-ce que vous êtes aussi dans la commande aussi? C'est-à-dire, je dis que je vais passer telle température. Est-ce qu'après, il y a déjà des gens qui font des commandes suite à ça? C'est-à-dire, je baisse la température, je m'en circuit. Ouais, c'est exactement ça. Alors, il y a deux types. En fait, on parle souvent des capteurs, donc des objets connectés qui remontent de la donnée, mais très peu des actuateurs. C'est ce que vous dites. C'est comment on prend le contrôle sur ces objets-là pour les faire agir sur quelque chose. Alors, effectivement, c'est tout l'intérêt d'avoir des standards, puisque quand il y a deux objets qui sont concernés, il faut qu'ils puissent communiquer ensemble et qu'ils se comprennent. Et effectivement, ces standards sont faits pour ça. Pour qu'à terme, on déporte l'intelligence qui est dans le cloud. Donc, imaginez aujourd'hui un capteur qui vient capter qu'il y a une fuite d'eau quelque part, il va balancer ça sur le cloud, avec tous les risques de sécurité qu'il y a, les risques de transmission interrompus, et puis quelqu'un sur le cloud vient dire, ok, bah tiens, ouais, effectivement, va couper l'électrovan. Ça redescend, et puis l'électrovan, tant bien que mal, elle arrive à être coupée, quoi. Mais effectivement, c'est complètement débile de faire ça. Si les standards permettent de dire, bah ok, si tu détectes une fuite d'eau, bah coupe la vanne. Et puis tout est fait d'un point de vue local, il n'y a pas de problème de sécurité, puisque c'est très local. Et la politique de comportement, si je veux la changer, je la change à distance. Et effectivement, donc, ces standards sont aussi là pour faire en sorte qu'on aille plus vite sur ces cas d'usage précis et qu'on ait des objets qui interagissent les uns et les autres de manière plus intelligente. Est-ce que vous avez une idée du stockage de volume de données sur des cas d'usage? Alors, d'un point de vue global, sur le macroscopique, sur l'IoT, ouais, alors justement, c'est marqué dans le petit schéma là, que j'ai mis au tout début. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ah, voilà. Alors typiquement, ça c'est une donnée intéressante, c'est que rien en une année, Google sur son véhicule autonome va générer 2 pétabytes de données par an. Donc aujourd'hui c'est déjà assez colossal. Mais vous imaginez, donc c'est 10 puissance 15. Donc il y a beaucoup de données qui transitent pour une voiture connectée. Là, donc on est sur un ratio de milliards de ça. C'est juste énorme, quoi. Donc je pense ça va être compliqué d'aller stocker tout ça et de traiter tout ça. C'est pour ça que je disais qu'il faut des... Voilà, si vraiment on continue dans ce modèle-là, on va avoir des grosses problématiques environnementales liées au stockage intrinsèque des données, à leur sécurisation, à leur pérennité, à leur traitement. Absolument. Non, c'est pas une anomalie, c'est la manière dont sont construites les solutions aujourd'hui. C'est que tout ce qui part d'un objet connecté, effectivement, est balancé dans le cloud, quoi. Ouais. Alors qu'on doit se diriger, on devrait se diriger sur des modèles inverses où l'intelligence va plutôt être à ce niveau-là, au plus proche possible du capteur, pour qu'on remonte que la donnée pertinente et qu'il y ait un maximum de traitement qui soit fait en amont. Ouais. Là, est-ce qu'on a une idée de la vitesse de remontée des informations suivant j'imagine que c'est suivant la bande de fréquence utilisée? Alors c'est suivant le cas d'usage déjà, et puis suivant la technologie radio qui est utilisée. Alors typiquement, voilà, si je prends la techno, c'est pas là, pardon. Si je prends la techno Sigfox, typiquement, là, on va pouvoir remonter quelques octets, donc quelques petites données par jour. Donc c'est très petit. Okay. Si je prends l'Aura, ce sera un peu plus gros. Si je prends du cellulaire, ça peut être beaucoup plus gros. Mais après, ça dépend du cas d'usage. C'est peut-être suffisant pour aller regarder la température du sol. Une fois par jour, ça suffit. Ou caractériser la pluviométrie à un certain moment. Mais ça ne va pas être suffisant pour une caméra connectée, par exemple. Voilà. Si je veux faire de l'analyse de trafic dans une ville, là, on ne va pas être sur ces données-là, quoi. Donc, en fait, tout dépend du cas d'usage. C'est ce qui va caractériser la quantité de données qui va transiter, et derrière, la technologie radio que je vais pouvoir utiliser. Qui supporte le coût justement dans l'infra là? Tu disais qu'il y avait que 10% à peu près des données qui étaient traitées. Ouais.
pour les 90 autres %, qui est-ce qui supporte? Est-ce que les gros acteurs? Est-ce que c'est l'industriel? Souvent, c'est celui qui paye le service, quoi. Et derrière lui, évidemment, les gens qui développent aussi les plateformes, et là, généralement, elles vendent de la souscription. Mais oui, c'est les gens qui payent le service qui le payent très cher. Et est-ce que les business models sont rentables aujourd'hui ou c'est de l'investissement? Non, je pense qu'aujourd'hui, dans l'IoT, il y a forcément très peu de rentabilité, c'est surtout de l'investissement. On regarde ce que font les opérateurs dans les déploiements, ça coûte des milliards et des milliards de déployer des antennes et des infrastructures. Si je prends le cas de Sigfox, c'est uniquement de l'investissement aujourd'hui. Ils ont dépensé énormément d'argent pour faire leur réseau. On est loin de la rentabilité, on est loin du volume pour rentabiliser de tels investissements. Donc on est vraiment sur une politique d'investissement forte, et je pense qu'il y a très peu de monde qui font de la rentabilité aujourd'hui. Alors il y a quelques personnes, il y a quelques exceptions. C'est pareil, c'est l'Eldorado, c'est la ruée vers l'or. Donc ceux qui s'en sortent bien, c'est ceux qui vendent des pelles. Ok. Les mecs qui creusent, ils creusent, mais les mecs qui vendent des pelles, eux, ils s'en sortent bien. Donc typiquement, les gens qui vendent de l'infrastructure, eux s'en sortent plutôt pas mal et mieux que les autres. Donc, voilà. Donc les gens comme Carling, typiquement, donc en pleine aspiration aujourd'hui, ils vendent de l'infrastructure. Donc comme on veut déployer de l'infrastructure, eux s'en sortent pas trop mal. Ouais. D'autres questions? Ok. Bon, mon tour. Allez. Hop. Ah, c'est... Ah, ça se suit. Non, c'est bon, hop, regarde. Hop, parfait. Génial, merci. Bon, bonsoir à tous. Je vais peut-être rester de ce côté-là. Hop, si tu me permets. Ah, peut-être plus proche. Celui-là? 1, 2. 1, 2. C'est bon, vous m'entendez? Ah, parfait. Bon, du coup, bonsoir à tous. Moi, je vais vous présenter donc du coup les applications liées au logement. Donc quelque chose qui va peut-être vous parler un petit peu plus, là où vous habitez. Et pour faire un petit peu la genèse du projet, on a eu l'idée de Mass Smart Home avec Jérôme ici présent il y a à peu près 3 ans. On a commencé par les particuliers. Donc en fait, notre objectif c'était de démocratiser le logement connecté auprès des particuliers. Et donc pour ça, on a créé un estimateur de logement connecté parce que on s'était dit que la première question que se posaient peut-être les gens, c'est combien ça coûterait finalement. Les objets connectés c'est bien, mais combien ça coûte à déployer? Donc je vais vous poser une question simple. Combien vous pensez que ça coûte en fait un logement connecté d'équiper des fonctionnalités telles que le chauffage centralisé, les volets roulants qui s'automatisent, l'éclairage aussi. Est-ce que vous avez une idée des montants? Donc 10-40 000 selon un techno, 60 000. Ouais, bon. Ouais, ça dépasse pas le prix de l'appartement quand même. Je viens. Bon, déjà, en effet, il y a une certaine variabilité en fait. Bon, voilà, pour vous donner une information, quand on a commencé, on était à peu près à 3 000 € peut-être sur les logements, déjà sur des technologies donc radiofréquences, pas forcément filaires. Là aujourd'hui, on s'est réorienté vers les promoteurs. On s'adresse plus directement en particulier parce que vous êtes un petit peu chiant en fait à gérer. Mais du coup, non, c'est parce qu'on voulait s'attaquer au neuf et c'était plus simple en fait à déployer dans le neuf des technologies qui arrivaient sur le marché. Et aujourd'hui en fait, pour un T3, donc 60 mètres carrés, pour couvrir donc les fonctionnalités gestion du chauffage centralisé. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça en fait, quand vous partez de chez vous, ça peut couper automatiquement le chauffage. Plus vous vous éloignez, plus ça c'est que on peut descendre la consigne de température, et plus vous vous rapprochez grâce à l'inertie de votre logement, ça va pouvoir remonter la consigne de température. L'idéal en fait, c'est à chaque fois que vous ouvrez votre porte, il fait la température que vous aimez. Après, il y a la gestion des volets roulants. Donc ça c'est simple à comprendre aussi. Par exemple le soir quand je vais me coucher, ça ferme tous les volets roulants. Le matin, ça les ouvre. Et après, la journée aussi, ce qu'on va pouvoir faire, c'est optimiser finalement la rentrée du soleil pour la chaleur, etc. Par rapport au logement. Et les dernières fonctionnalités, c'est aussi les éclairages. Donc notamment, là aujourd'hui, quand vous êtes dans un bureau, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que l'éclairage il est à 100% ou il est à 0. Peu importe si la luminosité est moyenne, haute ou basse. Automatiser finalement l'éclairage déjà dans certaines pièces permet de ne plus
utiliser les boutons, mais également en fait pouvoir adapter la luminosité en fonction du moment de la journée. Donc comme ça, moi, vous faites un petit peu d'économie d'énergie, mais aussi pour les yeux. Et vous allez voir qu'en fait, dans 10 ans, quand tout le monde sera équipé, on se dira mais pourquoi en fait on avait des éclairages tout ou rien. C'est horrible d'avoir la lumière à 100%. Enfin, je sais pas si ça vous arrive vous le soir, vous êtes en train de manger ou regardez la télé, c'est soit je laisse la lumière allumée, soit je l'éteins. Ben voilà, en fait, l'éclairage connecté permet de faire ça. Et donc du coup, pour couvrir un petit peu ces fonctionnalités-là, on est aux alentours de 800 € hors taxe. Matériel fourni, posé, et on vient même vous accompagner chez vous pendant 1 heure. Donc voilà, ça c'est le prix qu'on propose en fait aux promoteurs. Donc à ce prix-là, forcément, quand on voit le prix d'un logement, bon, je peux dire des prix 150 000 € ou autre, quand on rajoute 800 € pour avoir toutes ces fonctionnalités connectées, forcément, on passe le pas. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on a commencé à avoir les technologies qui étaient assez pertinentes pour pouvoir arriver à ces prix-là, les promoteurs ont décidé de se lancer dans la course. Et qui est-ce qui a commencé ? Voilà, c'est un gros nom, c'est Bouygues Bouygues Immobilier, ils se sont dit on va vouloir déployer du logement connecté sur l'ensemble de nos programmes et on va investir un petit peu dedans justement pour mettre en place les process, etc. Et donc forcément quand ils ont commencé à faire de la communication, de la pub, sachant que les promoteurs c'est des mammouths, ça fait 150 ans, 200 ans, 1000 ans qu'ils construisent en fait de la même manière. Je mets un parpaing, j'en mets un autre, etc. Là, quand on commence à parler de connecté, ils sont un petit peu perdus. Alors, déjà que dans leur milieu c'est complexe. Donc là en fait quand on parle de connecté, il y a eu que Bouygues qui s'est lancé dans cette offre là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand les gens comme vous allez acheter un appartement, vous allez chez Bouygues et on vous dit vous avez un logement 4e étage, telle prestation, mètre carré, etc. Et qu'on vous dit en plus il est connecté, vous quand vous cherchez votre appartement, vous allez voir un petit peu les autres promoteurs qui sont autour et vous allez dire vous allez voir chez le concurrent et dire vous proposez du logement connecté parce que Bouygues en fait il me le propose pour 1 € de plus. J'ai connecté. Et quand les autres promoteurs, en fait, leur réponse est on sait pas trop ce que c'est. Pouvez-vous nous donner plus de détails On sait pas. En tant qu'acquéreur, vous allez forcément chez le promoteur qui vous propose le pack connecté. Donc finalement, là on s'est ce qui s'est passé depuis 2 ans, c'est que l'ensemble des promoteurs, les plus gros en tout cas, pour contrer Bouygues Immobilier, se lancent à corps et âme dans la stratégie connectée. Donc ce qui a été une contrainte pour eux à l'époque, parce que il fallait anticiper sur les process de construction, une nouvelle personne qui intervenait, etc. Nous je vais vous présenter un peu comment on a simplifié ce parcours-là pour les promoteurs. C'est-à-dire qu'on respecte totalement leur process de création de logement, de construction, etc. Et on vient juste en fait rajouter quelques petites lignes de cahier des charges par-ci par-là, sans bouleverser les acteurs qui sont déjà en place. Parce que ce qui est important en fait, c'est que quand vous avez un électricien qui intervient, quand vous avez un plombier, un menuisier en fait sur un logement, et que vous avez un gars qu'on appelle intégrateur, domoticien, qui arrive sur le chantier, c'est un ovni. C'est-à-dire que la personne, il dit c'est quoi ce gars ? C'est un geek. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Il vient se connecter aussi bien à la prise électrique, mais aussi au chauffage, mais aussi au circuit d'eau, mais aussi au volet roulant. Donc en fait, finalement, il est un peu mal perçu des autres corps de métier. Et nous, notre vocation, en fait, justement, c'était de positionner cet acteur-là comme l'acteur qui allait pouvoir en fait plus venir auprès de l'acquéreur pour lui montrer en fait finalement de manière pédagogique comment utiliser et découvrir un logement connecté. Donc voilà, on en parlait juste à l'instant, la multiplication des objets connectés. Je vais vous reposer peut-être une autre question. Qui a un objet connecté chez soi ? Voilà, ok, ça fait quand même déjà pas mal de monde. C'est quoi comme type d'objet connecté ? Vous savez un petit peu le smartphone ça compte pas. Ouais, télé, très bonne. Faut savoir que toutes les télés Samsung vendues depuis 2017 sont connectables. 100% des télé Samsung sont connectables. C'est-à-dire que vous pouvez plus acheter un modèle qui n'est pas connectable. C'est-à-dire que ça coûte moins cher pour eux maintenant de préparer la connexion directement que le faire installer après. Donc du coup en fait il y a que 20% des télés connectables qui sont connectées, mais il faut le savoir, l'ensemble des nouvelles télés sont connectées. Qu'est-ce que vous avez comme objet connecté ? Alarme, ok. Ouais, système d'alarme connecté, ouais, c'est pas mal. Ça, j'avais vu. Ouais, la montre, ça marche aussi. Mais des fonctionnalités un petit peu plus immobilières, éclairage, chauffage, volet roulant. Je vois qu'on fait un petit peu de pub.
Non, mais on verra les cas d'ampoule après. Mais en effet, voilà, vous parlez beaucoup de fonctionnalités connectées. Vous pouvez retrouver chez Fnac, Darty, simple à acheter finalement, les choses qui vous parlent sur Amazon ou autre. Par contre, les fonctionnalités de nous ce qu'on appelle immobilière, donc celles que j'ai citées avant, éclairage, etc. Forcément, ça touche un petit peu au bâti. Donc, si on l'anticipe pas avant, c'est un petit peu compliqué. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'adresse directement aux promoteurs. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que voilà, d'ici 2022 ou un peu plus tôt, un peu plus tard, on sait pas trop, les études ça varie, mais on parlera plus d'objets connectés, puisque l'ensemble des objets seront connectés. C'est-à-dire que voilà, je vous parlais des cas Samsung, mais ils vont à partir de 2018, c'est l'électroménager qui vient connecter, c'est-à-dire que votre frigo sera connecté, votre machine lavée sera connectée, l'ensemble de vos devices seront connectés. Pourquoi ? Parce que on prenait l'exemple aussi, je vais citer Netatmo de son détecteur de fumée connecté qui va bientôt sortir. Quel est l'intérêt un petit peu aujourd'hui d'avoir un détecteur de fumée non connecté, à part quand vous êtes dans le logement, mais si vous y êtes pas, en fait qu'est-ce qui se passe ? Le logement il prend feu, personne n'a été averti, rien. Alors que voilà, si vous avez un détecteur de fumée connecté, forcément ça aide. Donc du coup on va pouvoir multiplier ça en fait sur l'ensemble des objets. Et puis voilà, on parlait d'interopérabilité, là on est en plein dedans. Alors déjà, ils ont du mal à communiquer en B2B, en infrastructure, etc. Alors il faut imaginer comment ça se passe dans le logement. Chacun veut tirer un petit peu la couette de son côté, etc. Et c'était vraiment la complexité du logement connecté jusqu'à présent. C'est personne communique avec personne. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? L'utilisateur, il est pas dupe. Il achète un objet, il en achète un deuxième. Si ça communique pas ensemble, il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc il arrête tout de suite le fait d'acheter des objets. Et voilà, on a sorti un chiffre. Quand vous mettez plus de 10, 15, 20 objets ensemble, du coup ça multiplie énormément la manière dont on va pouvoir les faire communiquer ou pas. Et donc, on va rentrer plutôt dans la présentation de ce qu'on fait. Donc, en fait, ma Smart Home, c'est quoi ? C'est accompagner les promoteurs en amont pour identifier les fonctionnalités connectées qu'ils veulent offrir à leurs acquéreurs. Donc, du coup, on définit avec eux en fait toute la mise en place, le process. Ensuite, on permet à l'utilisateur, donc vous, l'acquéreur, de pouvoir personnaliser son logement, parce que quand vous allez acheter un logement, vous aimez bien aussi le personnaliser. C'est comme ça, aussi comme ça que ça se passe. Vous choisissez votre cuisine, intégrée par intégrée, etc. Il faut que le logement connecté, ça soit exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez rajouter des fonctionnalités, vous puissiez le faire. Et en fait, bien entendu, un logement connecté de base, c'est connecté. Donc, qu'est-ce que ça va nécessiter ? C'est de l'entretien, c'est de la maintenance. Et donc, du coup, pouvoir intervenir, en effet, quand le volet roulant s'ouvre plus, identifier de quoi ça peut venir. Est-ce que ça vient du moteur ? Est-ce que ça vient du module ? Est-ce que ça vient de votre connexion Internet ? Voilà, autant de questions en fait qui font intervenir pas mal de personnes, d'acteurs dans la chaîne de valeur, et il faut identifier la bonne pour faire intervenir la personne le plus rapidement possible, parce que le week-end c'est quand même cool d'avoir un système qui fonctionne. Et bien sûr, RGPD, pourquoi pas ? Pourquoi ? Parce que forcément, cette semaine ou ces 15 derniers jours, vous avez reçu énormément de mails de la part de toutes les sociétés qui avaient un maximum de données sur vous. En effet, les objets connectés, ça génère quoi ? Ça génère de la data qui est issue de vous, de vos habitudes. Donc, en effet, il faut pouvoir encadrer ça de manière juridique et vous puissiez avoir une visibilité sur ce qu'on récupère ou pas de votre logement. Donc pour entrer un petit peu plus dans le cadre, on va dire, cas d'usage, ma Smart Home, en fait, on voulait pas parler de techno. Voilà, contrairement à ce qui vient de se passer, on voulait pas trop parler de technologie. Pourquoi ? Parce que on considère que l'utilisateur final, alors les B2B, oui, ils sont très fans de techno, etc. Mais l'utilisateur final, ce qu'il a envie, c'est juste d'aller acheter sa petite enceinte à la Fnac, l'amener chez lui, la connecter et ça marche, quoi. C'est peu importe si c'est du Bluetooth, du Wi-Fi, du Zigbee, du Z-Wave, du M2M, du IoT-Europe, voilà, il faut que ça fonctionne. Et en fait, notre objectif, en fait, ça a été d'identifier justement, de simplifier un petit peu ça, et on part tout simplement en posant des questions sur vous. Voilà, on sait qu'il va y avoir des personnes qui vont vivre dans un foyer, et en fait, pour identifier qu'est-ce que vous allez vouloir faire dans votre logement, vous posez des questions. Et qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet en fait, pour un programme immobilier, par exemple d'un promoteur, je reprends Bouygues, pour 100 logements qui vont être équipés avec les mêmes fonctionnalités, va pouvoir en fait vous proposer, vous allez voir, des cas d'usage dédiés à vos habitudes, à votre foyer, que vous ayez des enfants, que ce soit un senior, etc. On va pouvoir adapter votre logement avec les mêmes produits que celui du dessus, le voisin du dessus ou le voisin du dessous. Donc voilà, après forcément pour être en mesure de vous proposer des choses cohérentes, on va vous demander, si c'est pas votre promoteur qui l'a complété, ça c'est sur l'existant, on va vous demander déjà ce que vous avez de votre logement. On a besoin d'apprendre en fait de votre logement pour vous proposer des objets connectés cohérents. Et puis là on arrive sur
sur la slide que j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a souhaité présenter le logement, on appelle ça le Smart Home Store, comme un App Store en fait, de fonctionnalité. Parce qu'en fait, avoir un logement connecté, c'est complexe. En effet, on parlait de plusieurs, tu disais tout à l'heure, Legrand, etc. Ça multiplie le nombre d'applications sur le logement, etc. Enfin, c'est assez complexe. Par contre, si vous avez juste à dire, j'aimerais bien avoir mon réveil en douceur, je clique dessus, ça télécharge l'application, je mets 2-3 petites personnalisations, à savoir la playlist que j'aime bien écouter le matin, les petites couleurs que j'aime bien avoir le matin, et en fait, ça va automatiquement ça va se paramétrer directement dans votre logement. Pas besoin de plus de technicité, etc. Et donc derrière, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire un petit peu rêver un petit peu. C'est genre le réveil sonne, ça va vous générer une petite aube sur vos ampoules connectées, potentiellement à Wox. Ça va pouvoir aussi, par exemple, ouvrir vos volets roulants progressivement. Hein. Donc du coup, vous vous réveillez pendant cette phase-là. Pendant ce temps-là, vous allez sentir un petit peu le café qui se prépare tout seul. La machine à café connectée, c'est quand même pas mal. Ça va aussi changer la température de votre thermostat, parce que dans la chambre, vous allez bien avoir 19 degrés la nuit, mais la journée, c'est mieux quand il fait un petit peu meilleur. Et voilà. Et après, derrière, moi, je suis plutôt du matin. J'aime bien avoir de musique. Diffuser votre playlist matinale sur vos enceintes. Donc voilà, en fait, ça semble assez complexe à mettre en œuvre, mais avec nous, ça, en un clic, ça se fait. Et après, d'ailleurs, on peut extrapoler les cas d'usage. On en a plein. Il va y en avoir un qui va être utilisé, je pense, très bientôt, mais c'est soirée de foot entre amis. Et donc là, forcément, qu'est-ce qui se passe? Vous dites quelle équipe vous supportez. Automatiquement, ça va allumer votre télé connectée sur la bonne chaîne, là où va être diffusé le match. Et à chaque fois, il va y avoir un but. Ça peut, faire clignoter vos ampoules aux couleurs de votre équipe, lancer votre l'hymne de votre équipe, etc. Donc voilà, exactement. C'est pour en fait créer des expériences. Et après, je vois les dames aussi, les filles. On a aussi des choses, soit un amour, ça peut être déclenché par monsieur ou par madame. Et qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire qu'on arrive dans le logement, on déclenche le scénario, automatiquement ça va tamiser la lumière, ça va renvoyer du Barry White, le truc idéal. Moi j'ai fait ça à ma copine tous les soirs, elle est super heureuse. Toujours les mêmes chansons, c'est l'habitude. Mais en fait on va pouvoir extrapoler. Et en fait on parlait aussi, on était à Vivatech la semaine dernière, et on parlait en fait des bébés. Pareil en fait, quand on a un enfant en fait dans une pièce, là on va de plus en plus parler en fait de la qualité de l'air, c'est important. Et donc du coup on va pouvoir justement grâce au Dyson, on avait un Dyson connecté justement sur le stand, il va pouvoir en fait faire circuler l'air avant qu'on aille coucher le petit, et quand le petit va arriver, on va avoir des petites veilles de lumière qui vont progressivement s'éteindre, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que le logement va pouvoir s'adapter finalement à chacun. C'est-à-dire que vous allez avoir vraiment un logement personnalisé sur lequel vous allez pouvoir piocher des expériences, des scénarios, et vous allez pouvoir contrôler votre logement de cette manière-là. Et après, on s'est dit, là on vous présente le réveil en douceur comme je vous l'ai présenté. Et des fois, là je vous ai parlé du café, etc. Vous dites, mais comment je vais faire pour acheter la bonne machine à café? Et on s'est dit, on va faire quelque chose pour ça aussi. Et en fait, ma Smart Home, en fait, l'objectif, en fait, c'est de connaître ce que vous avez déjà chez vous. Hop, vous avez un matériel manquant, vous cliquez dessus et automatiquement on va aller chercher les produits sur le marché disponibles et qui sont directement compatibles. Comme ça, on vous évite la partie Zigbee, Z-Wave, etc. Tous les protocoles. Vous allez directement soit chez Fnac Darty, soit chez Leroy Merlin, soit directement sur Amazon, acheter le matériel et on vous garantit que ça va fonctionner directement avec votre installation. Et après, on a deux choix. On a des gens qui sont très très compétents et qui peuvent le faire eux-mêmes. Je parie qu'il y a plein de gens qui peuvent installer des objets dans la pièce, mais aussi on sait qu'il y en a qui préfèrent le faire installer. Et donc on a un réseau en fait d'intégrateurs au niveau national qui peut venir chez vous avec directement la machine à café, qui dit bonjour, là vous souhaitez améliorer votre expérience, et voilà, je viens vous installer la machine à café, je viens vous programmer votre scénario. Et après, tout simplement, vous avez votre logement avec tous les objets connectés que vous avez. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, le catalogue va grandir. À chaque fois que vous allez changer un objet, il va être connecté, vous allez l'intégrer. Et nous, en fait, notre objectif, c'est de, à chaque fois, vous faire découvrir de nouveaux cas d'usage. Donc, de nouvelles expériences. Plus vous allez rajouter un objet, plus vous avez de fonctionnalités, plus vous allez découvrir de nouveaux cas d'usage et d'expériences, en fait, au fil du temps. Hop, ça c'était une vidéo qui montre que en fait on a simplifié en fait le logement connecté, puisque en moins d'une minute vous allez voir qu'on va identifier votre profil à partir des réponses que vous allez donner. On va récupérer quelques informations de votre logement, mais ça généralement les promoteurs le font directement intégrer par nous. On vous propose
directement des recommandations. Donc on a aussi des services, hein, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais il y a du service, notamment par exemple pour les personnes âgées. Donc on va pouvoir explorer justement tout type de choses, des cas d'usage, mais aussi des services à valeur ajoutée. Et voilà, là par exemple on reprend le réveil en douceur, vous allez dire, ben voilà, j'ai mon matériel manquant, hop, de suite, hop, là on va aller chercher comment ça fonctionne, quels produits sont disponibles, et automatiquement voilà, vous proposez voilà des enceintes connectées que vous pouvez retrouver dans le grand public, dans les endroits grand public. Et après avec la fin, voilà, soit vous le faites installer, soit vous l'installez vous-même, soit vous le faites installer. Donc voilà, ma Smart Home, c'est quoi? C'est vous proposer finalement un logement totalement interopérable et évolutif dans le temps. On ne veut pas vous bloquer en fait, vous permettre de faire évoluer votre logement au fil du temps. C'est un support en ligne, voilà, 24 heures sur 24, avec des intégrateurs. Il y a des professionnels bien entendu derrière. Hein. Il y a des humains. La personne qui vient chez vous vous montrer comment ça fonctionne, c'est un humain, et c'est lui en fait qui est disponible derrière, etc. Ça crée des nouveaux des nouveaux marchés, hein, des nouvelles professions. L'intégrateur, voilà, c'est quelqu'un qui va venir maintenir les maisons connectées. Et ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver de plus en plus. Voilà, donc ça, c'est les quelques partenaires avec lesquels on travaille. Merci beaucoup. Donc maintenant, on passe aux questions. Mais, nous on travaille avec les promoteurs, donc en fait notre prix est déjà intégré, en fait, notre business model c'est en B2B, donc en fait notre prix est déjà intégré dans le coût du logement, et le logement, voilà, comme je disais, c'est pour un 60 mètres carrés, c'est 800 € à peu près hors taxe. Donc en fait ce que fait le promoteur, c'est en fonction de la gamme de votre logement, hein, il va intégrer des fonctionnalités directement, et après vous allez pouvoir en TMA, ce qu'on appelle TMA, c'est travaux modificatifs acquéreurs. Donc pour ceux qui ont déjà réalisé des achats immobiliers, c'est pendant une certaine période de temps, vous allez pouvoir sélectionner des options, et automatiquement, voilà, ça va remonter chez nous. Vous le faites sur la plateforme, et ça remonte chez le promoteur, qui remonte chez l'intégrateur, et qui met à jour un petit peu tout ça. Alors oui, après oui, c'est l'existant en fait, c'est le logement existant. C'est par là qu'on avait commencé, et c'est très très complexe à gérer, parce que faut savoir que surtout en France par exemple, il y a autant d'interrupteurs différents que ce qu'il y a de logements différents par rapport à d'autres pays. Par exemple, UK ou les États-Unis, ils ont tous les mêmes interrupteurs. En France, vous allez chez quelqu'un de la famille, chez le voisin, etc. Vous n'avez pas du tout les mêmes interrupteurs. Donc ça, faut le prendre en compte. Et ça, en fait, voilà, on a besoin d'apprentissage et d'expérience sur ça. Donc ça, on le découvre petit à petit et on l'intègre. Et notamment après, on voulait totalement tout automatiser, hein, forcément on a une start-up, mais bien entendu il faut quand même créer des process où on envoie quelqu'un sur place faire un diagnostic, parce qu'au-delà des équipements que vous avez, il y a un circuit électrique, et donc si vous avez des logements voilà, qui datent des années 80, 90, etc., il faut remettre à niveau ce circuit-là électrique, donc ça nécessite quand même une intervention, deux interventions. Ouais. Rien. En fait, du coup, alors on a des objets connectés. On a l'objet connecté, en fait, c'est ce qu'on va voir, ce qu'on va mettre en place dans le logement. Si on peut le faire disparaître, tant mieux. C'est-à-dire que demain, vous voulez contrôler vos volets roulants, on va pas éviter de vous mettre une box comme ça où il y a affiché "je contrôle vos volets roulants", quoi. L'objectif, c'est que ça soit le plus transparent possible. Et ce qui se passe, c'est que maintenant les petites technologies qui sont sorties récemment, notamment le grand par exemple, c'est que l'interrupteur est directement connecté. C'est-à-dire qu'on vient juste remplacer l'interrupteur classique du volet roulant par un interrupteur connecté. Et donc après, cet interrupteur-là, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il a un contrôle local. Il faut savoir que le logement connecté, la Smart Home, n'a pas vocation à supprimer la commande locale. Donc pas de stress sur ça. C'est-à-dire que nous, quand on livre des logements, avant que la personne intervienne pour les programmer, les personnes ne savent même pas qu'elles ont des logements connectés. C'est-à-dire elles peuvent contrôler le point directement. Et après, derrière, cet interrupteur connecté se connecte en effet à une gateway ou directement à votre Wi-Fi. Et à partir de là, en fait, l'information peut transiter en effet en ligne sur le cloud. Et nous, c'est comme ça d'ailleurs qu'on récupère l'information, hein, avec des partenariats. Parfait. Donc voilà, ça c'est un interrupteur, ça c'est totalement un interrupteur connecté. Donc pour un électricien, je sais pas s'il y en a dans la salle. Je vais le faire circuler. Regardez, et en fait finalement les électriciens avec lesquels on travaille, c'est simple, hein. Quand on voit qu'ils se disent ouais, on sait pas si on va pouvoir l'installer ou pas, on leur met l'interrupteur connecté, l'interrupteur classique à côté, et on leur dit voilà, comment vous brancherez l'un et l'autre. Voilà, il y a pas de changement. Ça leur ajoute vraiment pas du travail sur le chantier. Donc du coup pour eux, ils sont super contents finalement, les lots électricité ou autres, parce que c'est de la marge en plus sans du travail en plus. Voilà. Donc du coup c'est comme ça que le logement connecté progresse.
voilà, bah ça c'est une gateway. Voilà, ça c'est du coup c'est ce qui permet finalement aux fameux interrupteurs là, celui-là et autres, de pouvoir communiquer avec lui et Internet. Donc enfin, et puis c'est joli, hein. Enfin, concrètement, vous allez voir, le bouton est sympa, hein. C'est pas quelque chose de moche. Avoir un logement connecté, c'est pas avoir des choses moches chez soi, ou bien au contraire, hein. Et les fabricants d'IoT justement l'ont bien compris, hein. C'est-à-dire que avant, moi en tant que geek, je ramenais tous les trucs qui passaient, je les mettais, etc. Mais ma copine elle me disait, mais c'est horrible, genre c'est pas instagrammable du tout. Donc du coup c'est pour ça que les fabricants d'objets l'ont bien compris, ont travaillé un petit peu plus l'esthétique, et chaque objet maintenant, que ce soit un thermostat, que ce soit un interrupteur ou autre, a été aussi pensé de cette manière-là pour que ça intègre plus facilement vos intérieurs. Les objets sont connectés sur une gateway qui accède soit au Wi-Fi de la personne, ou alors directement sur Internet. Alors en effet, on parlait d'environnement multimarque. Nous, notre travail, un petit peu avec nos partenaires, Smart Home, c'est de créer des environnements multimarques. C'est-à-dire qu'on livre pas des maisons 100% Legrand, 100% Schneider, 100% Somfy. Et donc en effet, chaque constructeur finalement a un besoin de connecter par le Wi-Fi. Donc du coup, avoir une gateway. Et on va dire l'évolution technologique, c'est d'avoir réussi finalement à mettre ces gateways. Avant, c'était des choses qu'on branchait sur la multiprise. Et donc du coup, on arrivait chez les clients, on devait mettre toutes les gateways les unes à côté des autres. C'était horrible. Et donc là, maintenant, en fait, ce qu'ils ont réussi à faire avec la technologie, c'est mettre finalement la gateway directement dans une prise. Donc ça a un vrai usage, c'est-à-dire que la gateway maintenant, c'est plus une box qu'on vient poser. Je prends l'exemple, je fais un peu de mauvaise pub pour Somfy, mais Somfy ils ont une box qui s'appelle la Taoma, et du coup on la met là. Voilà, dans le salon, et du coup elle vient centraliser les objets. Ouais, c'est pas top quand même en termes d'esthétique, alors que là c'est directement dans une prise électrique, donc il y a un vrai usage. Chez Schneider, c'est dans le thermostat, donc le thermostat fait office de box, donc il va communiquer avec tous les interrupteurs, etc. Et non, les deux. Alors c'est pareil en fait, c'est pour ça que je parlais un petit peu aussi de moyens financiers, les business models, hein. Aujourd'hui, l'interrupteur Legrand, il n'y a pas d'abonnement. Nous, quand on livre un logement, il n'y a pas d'abonnement derrière pour l'utiliser. Par contre, vous allez utiliser du serveur, vous allez utiliser en fait votre application, etc. Et donc ça, faut bien le financer. Donc aujourd'hui, justement, les constructeurs sont en train de chercher le modèle entre le local et le cloud. Donc s'ils peuvent tout laisser en local, en effet, pour pas surcharger le cloud, ils vont le faire. Et après derrière, il y a des informations qui doivent transiter forcément par le cloud. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc une partie locale et une partie cloud. C'est-à-dire que demain, vous perdez la connexion Internet, tous vos produits continuent à fonctionner tels qu'ils ont eu la dernière programmation. Donc voilà, en fait, on est dans cette phase-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'apprentissage. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour faire travailler les algorithmes de machine learning qui vont apprendre de vos habitudes pour pouvoir automatiquement se programmer, etc. Il y a besoin quand même de générer cette donnée-là. On levait la main. Il y a très peu de personnes qui ont un logement connecté, 100% connecté. Donc, comment on peut définir aujourd'hui les cas d'usage ? Donc, c'est un petit peu pareil que Google Home. Hein. C'est-à-dire que Google Home, c'est 100% cloud pour l'instant aujourd'hui. C'est-à-dire que vous parlez et tout est fait sur un serveur, c'est analysé, etc. L'objectif, je pense, des constructeurs, des fabricants, c'est au bout d'un moment, ils ont réussi finalement à avoir le big data nécessaire pour créer, et puis la technologie nécessaire pour que une partie en fait de l'intelligence soit en local. C'est-à-dire que demain, est-ce que votre machine à café aura besoin de se connecter au cloud pour comprendre fais-moi un café, envoyer l'information, etc. Non, en fait, quand on a identifié les 200 manières différentes de demander un café, on pourra directement l'avoir en local et ne pas faire transiter la donnée. Et puis ça va aussi dans la de privacy, quoi, c'est-à-dire qu'on transite pas toutes les datas. Donc aujourd'hui on est dans cette phase-là où on a besoin quand même d'installer des produits qui se connectent au cloud. Comme ça on apprend un petit peu des gens, des logements, etc. Et progressivement je pense que les constructeurs vont pouvoir, avec la baisse des prix des composants, réintégrer du local, de l'intelligence directement dans les produits locaux. Non mais ne grille pas nos stratégies tout de suite, s'il te plaît. On veut y aller progressivement.
Mais oui, mais en effet, c'est ça. En fait, à partir du moment où on crée un store, derrière, on veut attirer voilà, des développeurs. Là, on présente des cas d'usage assez simples. Mais ce qu'il faut penser, c'est que au début, quand il y a eu l'iPhone, pareil, on avait tous la boussole et on s'extasiait devant 2-3 applications. C'est quand il y a eu l'App Store où les développeurs ont pu utiliser les fonctionnalités. Et là, on parle vraiment, enfin, pour moi, le logement connecté, c'est un smartphone, mais à plus grande échelle. C'est-à-dire qu'on a des fonctionnalités comme ça dans le logement, et après, derrière, s'il y a des développeurs qui s'y penchent un peu dessus, ils vont pouvoir créer de nouveaux usages. Qui aurait pensé à Facebook au premier iPhone? Donc du coup, voilà, moi, je pense qu'aussi, le logement va générer un certain nombre de nouvelles expériences, de nouvelles applications. Et on parle vraiment d'applications parce que je pense que vraiment, le logement, à l'avenir, ça va être un centre névralgique, voilà, d'applications qui fait du service extérieur. Voilà, on parlait du foot tout à l'heure, mais à chaque fois qu'il y a un but, c'est bien en fait un trigger, tout à l'heure un déclenchement qui arrive dans le logement et qui fait une action. Donc c'est vraiment ça, on commence à communiquer avec l'extérieur et puis voilà, on enrichit ça. Les thermostats ont déjà commencé avec la prévision météo, hein. Ils se connectent aux divers systèmes de prévision météorologique pour anticiper l'inertie du logement, pour adapter la température. Donc bien vu. Alors nous, justement, on a travaillé beaucoup en amont avec plein d'entreprises, des startups qui créent des objets, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous, enfin moi, je suis très friand d'aller sur Kickstarter et je vois un tas d'objets qui sont incroyables et qui proposent des fonctionnalités, voilà, pour pas cher. Donc on s'est dit, mais on va faire des logements incroyables comme ça. Et après, il y a la désillusion. En fait, du coup, la startup, forcément, s'il y a du cloud, il faut qu'elle ait la structure nécessaire pour maintenir son cloud et les moyens nécessaires. Derrière, il faut que ça soit des produits industrialisables, il faut que ça soit facile à mettre en œuvre, etc. Donc du coup, nous, on a un process très strict pour qu'un objet connecté rejoigne notre base de données, qui est en fait, on demande aux fabricants de nous envoyer plusieurs produits de test, et on l'envoie, donc on le teste déjà nous-mêmes, hein, Massmartome en interne, etc. On l'envoie à un professionnel, le professionnel qui va devoir l'installer. Donc l'installer, l'initialiser dans le logement, etc. Et l'expliquer à l'utilisateur, ça c'est super important. Hein. C'est-à-dire que si on bug à l'installation, c'est compliqué après pour montrer la valeur ajoutée du produit. Et après, on l'envoie aussi donc à des blogueurs, donc pour qu'ils fassent des tests, des tutos, etc. Et après, bien entendu, on l'envoie à des utilisateurs finaux qui soit geek, soit non geek, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Une fois qu'en fait on a les retours un petit peu de tout le monde, et qu'on regarde la santé financière de l'entreprise, donc on a regardé quand même, on a checké quand même Legrand, Schneider, Somfy, ça allait, moyen un petit peu, mais ça allait. Et du coup à partir de là, on intègre l'objet. Et après derrière, il peut être préconisé sur la plateforme pour les promoteurs. C'est-à-dire qu'en fait, alors il y a deux choses où en effet je parlais d'intégration. Là c'est vrai que c'était plus dans le process où, vu qu'on est prescripteur pour les promoteurs, on a une base de données de produits qu'on va adapter en fait à chaque programme immobilier. Donc pour donner un exemple, on va pas mettre le même objet connecté à Lille où il y a de la chaudière individualisée que à Montpellier on a du système du climatisation réversible. C'est pas le même objet qui va contrôler. Donc du coup déjà on fait un listing des produits et on les adapte en fait à chaque programme immobilier de manière personnalisée. Après, en effet, pour le contrôle, il y a deux choses qu'on aime bien en fait, c'est que nous on parie sur le fait que ça va être les grosses plateformes qui vont faire cette interopérabilité, cette connectivité. On peut citer Google, hein, Google Home. L'objectif c'est de multiplier le nombre de connecteurs et d'objets connectés compatibles avec leur système pour que vous puissiez interagir avec eux. On parle aussi de Apple avec HomeKit. Voilà, c'est la vocation en fait de ces plateformes-là, de pouvoir en fait être interopérable déjà avec les produits. Et qu'est-ce que ça permet en fait dans un logement connecté? Ça permet de très simplement, sans avoir 10 applications de chaque constructeur, directement dans l'OS, donc dans le système de votre téléphone, d'avoir un raccourci et de pouvoir allumer la télé, éteindre la clim, etc. Donc déjà il y a une première plateforme, une première couche en fait, qui est celle des GAFA concrètement, qui va pouvoir du coup de communiquer avec les objets. Et après nous en effet, on est une surcouche aussi parmi d'autres, qui vient en fait créer l'usage. Et en effet, nous on va pareil s'interconnecter à ces objets-là pour après vous proposer les usages qu'on vous a présentés. De nouveau, l'installation connectée, c'est quoi le taux de réussite? Comment? Le taux de réussite de vente du promoteur immobilier pour 1 euro, parce que j'imagine même il ne doit pas faire de 100%.
Alors justement, alors c'est ça qui est drôle. C'est alors le 1 euro, on l'a sur certains promoteurs, certains programmes. Du coup, pour le citer, c'est sur Lille. Il y a un promoteur qui a décidé de mettre finalement pour justement faire identifier les personnes qui étaient vraiment une appétence ou pas au logement connecté et le mettre à 1 euro. Bah, il y en a plein qui l'ont pris. Finalement, alors j'ai pas les pourcentages exacts. Je sais pas si Jérôme. Toi, tu les as 70%. Voilà. Donc quand c'est à 1 euro, il y a 70% des gens qui le prennent. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et après, je vais vous donner une autre stat, la stat de notre plus gros client, qui est ICAD aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, il lance une stratégie 100% connectée. C'est-à-dire qu'en fait, tout nouveau programme qui se lance sur le marché, un programme immobilier qui sera ICAD, proposera au moins une fonctionnalité connectée. Donc vraiment l'objectif des promoteurs, et puis je peux multiplier, Bouygues ils vont y arriver, BNP Paribas Real Estate ils vont y arriver, Vinci ils s'y mettent, etc. Donc en fait, la guerre, en fait, elle est là. C'est-à-dire que maintenant, ça va être du 100% connecté. C'est-à-dire que d'ici 5 à 10 ans, tous les logements neufs auront des fonctionnalités connectées. Donc c'est ça qui est important à voir. C'est-à-dire que aujourd'hui, personne n'en a. Le marché, il est très très faible de logements connectés en France. Et d'ici 5 à 10 ans, tous les logements neufs seront connectés de base. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que la progression, toi tu la vois sur tu t'en parlais du nombre d'objets connectés qu'il va y avoir, mais c'est énorme en fait le nombre de logements connectés qu'il va y avoir. Et c'était intéressant de commencer par le neuf. Pourquoi? Parce que le neuf, c'est déjà plus simple d'anticiper un petit peu ce qu'on va déployer. Mais aussi c'est plus sympa à voir, c'est des showrooms en fait. C'est-à-dire que votre ami qui va acheter un logement neuf, voilà, chez ICAD, et qui livrait un logement neuf plus connecté, c'est un double effet waouh. Et donc après, c'est automatiquement générer l'envie aussi d'aller chercher soit du confort, soit de l'économie d'énergie, soit du gain de temps, etc. sur le logement connecté. Plus de questions. Vous avez tous, j'ai l'impression que vous avez soif et faim, non? Ça va passer directement au petit apéro. Allez, c'est parti. Allez. Merci beaucoup.